Je m'appelle Élise, j'ai 29 ans maintenant, et je travaille comme gestionnaire de portefeuille chez Goldman Sachs. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'en suis arrivée là, car c'est l'histoire de l'enfant non désiré dans une famille qui m'a traitée comme la 5e roue du carrosse. Je suis née 4e. Mes parents avaient déjà 2 fils, Marc et Julien, et une fille, Sarah. Au moment où je suis arrivée, ils en avaient un peu marre de jouer les parents. Vous savez, dans certaines familles, il y a le petit dernier qui est pourri gâté. Ouais, ce n'était pas moi. J'ai eu les restes de tout. Quand Marc avait besoin de nouveaux vêtements, il avait de nouveaux vêtements. Quand Julien avait besoin d'un ordinateur portable pour ses études, boum, nouvel ordinateur. Sarah voulait des cours de danse. Bien sûr, princesse. Mais quand c'était mon tour. Tiens, voilà le vieux blouson de Marc. Il te va encore très bien. Tu peux prendre le vieil téléphone de Sarah. Il marche parfaitement. Julien n'a plus besoin de sa calculatrice. Tu peux la prendre. Le pire, ce n'était même pas les affaires de seconde main. C'était le manque d'attention. Quand Marc a été sélectionné dans l'équipe de rugby du lycée, c'était une grande fête. Dîner de famille, photos, la totale. Quand Julien a été accepté dans l'école de son premier vœu, pareil. Une œuvre de Sarah a été exposée dans une galerie locale et mes parents ont invité toute la famille élargie pour la voir. Moi, j'ai gagné le concours général de mathématiques à 15 ans. Vous savez ce que mes parents ont dit ? Oh, c'est bien ma chérie. Tu peux aider ta sœur avec ses devoirs d'algèbre ? À 16 ans, j'avais compris le jeu. Personne n'allait rien me donner, alors j'ai commencé à me débrouiller seule. J'ai trouvé un boulot dans une petite sandwicherie locale après les cours. Payé au SMIC, mais c'était mon argent. La première chose que j'ai achetée avec mon propre argent, c'est un téléphone. Pas un iPhone dernier cri, juste un smartphone basique qui fonctionnait vraiment et qui n'était pas fissuré à 3 endroits comme l'ancien de Sarah. Mes parents étaient en fait contents que je travaille. Regardez Élise, comme elle est indépendante. Ils disaient aux gens, elle est vraiment mature pour son âge. Ce qu'ils voulaient dire, c'était, regardez, on n'a plus à s'occuper d'elle. Quand j'ai eu 18 ans et que je me préparais à passer le bac, je savais ce qui m'attendait. Marc avait eu ses études payées. Julien avait eu ses études payées. Sarah avait 1 an de plus que moi. Et devinez quoi ? Oui, études payées. Mais quand je me suis assise avec mes parents pour parler de mes projets, ils m'ont annoncé la nouvelle que j'attendais. « Élise, ma chérie, nous devons être honnêtes avec toi », a dit mon père. « Nous avons déjà financé les études de 3 enfants. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de le refaire. » Je n'étais même pas surprise. J'avais économisé chaque centime de mon boulot à la sandwicherie parce que je l'avais vu venir à des kilomètres. Mais ça m'a quand même fait mal, vous savez ? Surtout quand ils l'ont dit comme si c'était une catastrophe naturelle qui venait de leur arriver, et non un choix qu'ils faisaient. « Mais ne t'inquiète pas », a ajouté ma mère. « Tu es si intelligente et travailleuse. Je suis sûre que tu trouveras une solution. » Ouais, merci pour le vote de confiance, maman. Alors, je me suis démenée en terminale. J'avais déjà de bonnes notes, mais je suis passée à la vitesse supérieure. J'ai rejoint tous les clubs qui pourraient bien figurer sur mes dossiers de candidature. J'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux. J'ai donné des cours de soutien en maths. Je me suis transformée en candidate parfaite pour les bourses. Ça a marché, en grande partie. J'ai obtenu une bourse qui couvrait 70% des frais de scolarité pour le programme de commerce de l'université de la ville. Mais il restait 30%, plus le logement, la nourriture, les livres et tout le reste. Les chiffres ne collaient pas, même avec mon travail. C'est là que j'ai ravalé ma fierté et appelé ma tante Lydie. C'est la sœur de mon père et elle a toujours été différente de mes parents. Lydie n'a jamais eu d'enfant et elle a toujours réussi sa carrière. Elle était une sorte de directrice marketing et vivait dans une belle maison à environ 1 heure de route. Tante Lydie, j'ai dit quand elle a décroché, j'ai besoin de te demander de l'aide pour quelque chose et je comprendrai si tu dis non. J'ai expliqué toute la situation. La bourse, les frais restants, le refus de mes parents de m'aider. Je lui ai dit que je la rembourserais dès que possible, avec intérêt si elle le souhaitait. Lydie est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit « Élise, j'ai vu tes parents te traiter comme une pièce rapportée toute ta vie. Bien sûr que je vais t'aider, et tu n'as pas besoin de me rembourser tout de suite. Concentre-toi sur tes études. » Je me suis mise à pleurer au téléphone. Quelqu'un dans ma famille me soutenait enfin, mais même ce moment a été gâché. J'étais tellement excitée que je suis descendue en courant pour dire à mes parents que j'avais trouvé une solution pour financer mes études. Ils étaient dans la cuisine avec Marc,
qui venait de terminer sa prestigieuse école de commerce privé. Et garée dans l'allée, il y avait une Peugeot 208 flambant neuve, avec un gros ruban rouge dessus. « Félicitations, mon fils !» Mon père disait « Tu l'as bien mérité !» Marc souriait comme un idiot, prenant des photos avec sa nouvelle voiture. Et moi, j'étais là, du genre « Hé, je viens d'assurer le financement de toutes mes études supérieures. » Mais personne n'écoutait. Puis j'ai eu ce qui était probablement une idée très stupide, mais j'avais 18 ans et je me sentais audacieuse. « Hé, Marc, j'ai dit, puisque tu as une nouvelle voiture maintenant, est-ce que je pourrais peut-être avoir ton ancienne? J'en aurais vraiment besoin pour aller à la fac. » Marc m'a regardé comme si je lui avais demandé de donner un rein. « Tu es sérieuse? Je vais vendre cette voiture et utiliser l'argent pour la caution de mon appartement. » « Pourquoi est-ce que je te la donnerais? Parce que je suis ta sœur et que je t'ai aidé avec tes devoirs d'économie pendant 2 ans. » Il a carrément ri. « Élise, tu peux prendre le bus comme tous les autres étudiants. Ça te fera du bien de galérer un peu. » Mes parents ont hoché la tête, comme si c'était parfaitement raisonnable. « Il a raison, ma chérie. » Ma mère a dit « Les transports en commun, ça forge le caractère. » Ce soir-là, dans mon lit, je pensais au fait que mes parents venaient de dépenser probablement 20 000 € pour une voiture pour Marc, mais que pour moi, prendre le bus forgerait mon caractère. J'avais fini d'attendre quoi que ce soit d'eux. À partir de ce moment, j'étais vraiment seule. L'université a été exactement comme je m'y attendais, moi trimant pendant que tout le monde recevait le soutien de sa famille. Je vivais chez mes parents pour économiser de l'argent, ce qui signifiait prendre 2 bus chaque jour pour me rendre sur le campus. Le trajet durait 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, mais peu importe. J'étais devenue douée pour me débrouiller. J'étudiais le commerce avec une spécialisation en gestion de portefeuille. Pour payer les livres et les fournitures, j'ai trouvé un travail dans un café juste à côté du campus. Le gérant, Antoine, était un homme plus âgé qui se souciait vraiment de ses employés. Il a adapté mes horaires à mes cours et m'a laissé étudier pendant les périodes creuses. Parfois, il m'aidait même avec mes devoirs de finance. Il s'est avéré qu'il avait travaillé dans une banque avant d'acheter le café. « Tu iras loin, Élise, » me disait-il. « Je le vois. Tu as la niaque. » Il avait raison pour la niaque. Pendant que mes camarades faisaient la fête le week-end, je travaillais ou j'étudiais. Je n'avais pas le temps pour l'expérience universitaire dont tout le monde parle. J'avais des objectifs. Pendant ce temps, à la maison, la dynamique familiale est devenue encore plus étrange. Marc s'est marié avec sa petite amie de l'université juste après avoir obtenu son diplôme. Un grand mariage, bien sûr. Mes parents ont tout payé. Puis Julien a décidé qu'il voulait emménager avec sa petite amie. Mes parents l'ont aidé à trouver un appartement et lui ont même acheté des meubles. Sarah a déménagé ensuite, également avec le soutien total de ses parents. Mais voilà le truc. Même si Marc, Julien et Sarah avaient tous déménagé, ils revenaient constamment à la maison. Dîner de famille tous les dimanches, visites impromptues en semaine, fêtes de fin d'année, et chaque fois qu'ils arrivaient, mes parents s'illuminaient comme un matin de Noël. Nos enfants préférés sont là. Ma mère le disait littéralement quand ils entraient, sans même plus essayer de le cacher. J'étais assise là, à la table de la cuisine, en train de faire mes devoirs, et elle disait des choses comme ça, comme si j'étais invisible. Puis le jour de la remise des diplômes est arrivé. J'avais tenu bon pendant 4 ans, j'avais obtenu mon diplôme avec la mention « Très bien » et les félicitations du jury. Et j'avais déjà un emploi en vue chez Goldman Sachs. Quand j'ai traversé la scène, mes parents ont applaudi poliment, comme s'ils assistaient à la remise de diplôme de l'enfant de quelqu'un d'autre. 2 semaines plus tard, mes parents m'ont convoqué pour une réunion de famille. « Élise, » a commencé mon père, « tu as 22 ans maintenant. Nous pensons qu'il est temps que tu trouves ton propre appartement. » Mais Marc a vécu ici jusqu'à 24 ans. Julien a vécu ici jusqu'à 23 ans. Sarah a vécu ici jusqu'à l'année dernière. Tu as toujours été plus mature, a dit ma mère. Plus autonome. Traduction. Nous ne nous sommes jamais assez souciés de toi pour commencer. Ils m'ont donné 2 semaines pour trouver quelque chose et déménager. J'ai trouvé un studio de l'autre côté de la ville. Le jour du déménagement, il n'y avait que moi et un camion de location. Mes parents n'ont pas aidé. Ils n'ont même pas demandé ma nouvelle adresse. Alors, j'ai emménagé seule dans mon minuscule studio et j'ai commencé ma vraie vie d'adulte seule, comme toujours. Mais c'est là que ça devient vraiment tordu. Après mon déménagement, mes parents ont cessé de m'inviter aux réunions de famille. Noël, Pâques, les anniversaires, rien. Pendant ce temps,
Marc, Julien et Sarah étaient là pour chaque fête, postant des photos de famille heureuses sur les réseaux sociaux. Le premier Noël après mon déménagement, j'étais assise dans mon appartement à manger un plat chinois à emporter en regardant les stories Instagram de mes frères et sœurs du grand dîner de famille auquel je n'étais pas invitée. Ça m'a fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Alors l'année suivante, j'ai décidé de simplement me pointer. J'ai acheté une tarte et je suis allée chez mes parents le jour de Noël. Quand je suis entrée, tout le monde était déjà là. Marc avec sa femme, Julien avec sa petite amie, Sarah avec son copain, mes parents, tous assis autour de la table de la salle à manger. Le silence s'est fait dans la pièce quand je suis entrée. « Oh » a dit ma mère. « Élise, on ne t'attendait pas. » J'ai apporté une tarte, j'ai dit en tendant la boîte. « C'est gentil » a dit mon père. Je me suis assise à table et c'était comme si j'étais un fantôme. Ils ont tous continué à parler autour de moi de la nouvelle promotion de Marc, du master de Julien, de la dernière exposition de Sarah. Quand quelqu'un me reconnaissait, c'était avec cette fausse politesse, comme si j'étais une voisine qui était passée à l'improviste. « Alors, Élise » a dit Sarah avec un sourire pincé. « Comment va le petit appartement ?»« Ça va » j'ai dit. « Tu prends toujours le bus partout ?» a demandé Julien, et Marc a ricané. Mes parents sont restés assis là, à laisser faire. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la table, j'ai dit au revoir et je suis partie. Personne n'a essayé de me retenir ou de me demander quand ils me reverraient. C'était la dernière fois que je me suis présentée sans y être invitée. Et vous savez quoi? Ils n'ont jamais appelé pour prendre de mes nouvelles après ça. Pas une seule fois. Je ne les ai pas appelés non plus. On a tous juste arrêté. Des années ont passé comme ça. Je me suis concentrée sur mon travail. J'ai été promue 2 fois. J'ai remboursé chaque centime que je devais à tante Lydie, avec les intérêts. J'ai acheté ma propre voiture, une Rolls-Royce Spectre, une voiture de luxe qui m'a coûté plus de 250 000 €. Je me suis acheté un appartement en plein cœur de Paris avec un crédit immobilier. J'ai voyagé 2 fois en Europe. Je me construisais une vie et c'était une belle vie. Puis la semaine dernière, 3 ans après ce Noël désastreux, j'étais à mon bureau en train d'examiner le portefeuille d'un client quand mon téléphone a sonné. « Élise, c'est maman. Écoute, ta grande-tante Dorothée vient nous rendre visite ce week-end. Elle veut voir toute la famille réunie. Tu dois être là samedi à 18 h pour le dîner. Grande-tante Dorothée. » Je me souvenais à peine d'elle, une vieille parente qui vivait à l'autre bout du pays et qui envoyait des cartes d'anniversaire avec 5 € dedans quand j'étais petite. « Je ne pense pas pouvoir venir », j'ai commencé à dire. « Ce n'est pas une option, Élise. Elle a spécifiquement demandé à voir tout le monde. Ne nous fais pas honte. » Et puis elle m'a raccroché au nez. Je suis restée là, à regarder mon téléphone. Quel culot! 3 ans de silence radio. Et maintenant, il voulait que je vienne jouer à la famille heureuse, pour une vieille tante que je n'avais pas vue depuis mes 12 ans. Mon premier réflexe a été d'ignorer complètement. Mais ensuite, j'ai commencé à penser à quel point ma vie avait changé depuis ce terrible Noël. J'avais de l'argent maintenant, du vrai argent. Je réussissais d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Et soudain, j'ai eu envie d'y aller, non pas parce qu'il me manquait ou que je voulais renouer les liens, mais parce que je voulais voir leur tête quand ils réaliseraient ce que j'étais devenue. Je voulais les voir comprendre que l'enfant qu'ils avaient rejeté avait maintenant plus de succès que n'importe lequel de leurs précieux favoris. Ouais, j'irai à ce dîner. Ça allait être amusant. Samedi est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'ai passé beaucoup trop de temps à choisir ma tenue. Je voulais être belle, mais pas de manière ostentatoire. J'ai opté pour une simple robe noire qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens, associée à des bijoux discrets qui valaient en réalité une petite fortune. Pour quiconque ne connaissait pas la mode, j'aurais l'air modeste. Pour quiconque s'y connaissait, on reconnaîtrait la qualité. J'ai décidé de garer ma Rolls-Royce sur le parking du centre commercial près de la maison de mes parents et de faire le reste du chemin à pied. Je voulais contrôler la révélation. Tout cela allait être du théâtre et j'étais la metteur en scène. Marcher vers la maison de mon enfance était surréaliste. Je pouvais voir la Peugeot de Marc et la Toyota de Julien garées devant, ainsi que ce que je supposais être la vieille Twingo déglinguée du copain de Sarah. Toutes des voitures assez modestes, comme dans mes souvenirs. J'ai sonné à la porte comme une étrangère, ce que j'étais devenue, je suppose. Mon père a ouvert la porte et pendant une fraction de seconde, j'ai vu une véritable surprise sur son visage. Puis le faux sourire est apparu. « Élise, tu es venue ?» Il m'a prise dans une étreinte maladroite qui ressemblait à une performance. « Entre, entre. »
Tout le monde est si content de te voir. » Mais bien sûr, le salon était bondé. Grande tante Dorothée était minuscule et très âgée, assise dans le fauteuil de mon père comme une reine tenant sa cour. Elle devait approcher les 90 ans. Marc était là avec sa femme, Emma, que j'avais rencontrée peut-être 2 fois. Julien avait amené sa petite amie, Mélissa, et Sarah était avec son copain, Cédric. Tout le monde, regardez qui est là. Ma mère a annoncé comme si j'étais une invitée surprise, au lieu de leur fille, qui avait été spécifiquement invitée. Grande-tante Dorothée m'a regardée à travers d'épaisses lunettes. « Est-ce la petite Élise ? Mon Dieu, comme tu as grandi !» Nous sommes tous passés à la salle à manger et je me suis retrouvée coincée entre Julien et Sarah au bout de la table. Grande-tante Dorothée a eu la place d'honneur à côté de mes parents, évidemment. Le dîner a commencé et immédiatement mes parents se sont lancés dans leur séance habituelle de vantardise sur Marc, Julien et Sarah. Marc avait obtenu une promotion dans son cabinet comptable. Julien terminait son master en éducation. La galerie d'art de Sarah avait exposé son travail dans une exposition locale. « Nous sommes si fiers de tous nos enfants », s'est exclamée ma mère à l'intention de grande-tante Dorothée. Ils ont tous si bien réussi. Pendant ce temps, mes frères et sœurs ont commencé leur petit jeu de piques à mon encontre, mais en le faisant avec des sourires, pour que grande-tante Dorothée ne s'en aperçoive pas. « Élise, j'adore ta robe », a dit Sarah gentiment. « Elle est si simple, très minimaliste. Je suppose que c'est la tendance maintenant, n'est-ce pas? Moins, c'est plus. » Elle essayait de dire que ma tenue était bon marché, mais la blague était pour elle. Cette simple robe coûtait plus cher que son loyer mensuel. « Merci », j'ai dit, en souriant simplement. Puis Julien est intervenu. « Hé, Élise, j'ai remarqué que tu es venue à pied ce soir. Tu prends toujours le bus partout? Je me souviens quand tu as demandé à Marc son ancienne voiture, cette fois-là. Il a gloussé comme si c'était le souvenir le plus drôle du monde. Marc s'est joint au rire. « Oh ouais, et maman et papa ont dit que tu pouvais juste prendre le bus comme les autres étudiants. Forger le caractère, n'est-ce pas? » Ils trouvaient tout ça hilarant. Même mes parents souriaient au souvenir de m'avoir refusé un moyen de transport de base tout en achetant une voiture neuve à Marc. J'ai juste continué à sourire et à manger mon hachis parmentier. Intérieurement, je riais de leur pathétisme. Toujours coincés dans la même maison, les mêmes emplois, la même pensée étriquée, se moquant de moi pour des choses qui se sont passées il y a 7 ans. Grande-tante Dorothée était restée silencieuse pendant la majeure partie du dîner, écoutant et observant simplement. Finalement, elle s'est tournée vers moi. « Élise, ma chère, je remarque que tout le monde a parlé de tes frères et sœurs, mais personne n'a mentionné ce que tu fais. Que fais-tu comme travail? » La table est devenue silencieuse. Je sentais tous les yeux sur moi. « Je travaille pour une société d'investissement », j'ai dit simplement. « Goldman Sachs ». Le silence qui a suivi était magnifique. J'ai regardé le visage de mon père alors qu'il assimilait ce que je venais de dire. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Marc, Julien et Sarah avaient tous l'air confus, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient encore se moquer de moi. « Goldman Sachs », a répété grande-tante Dorothée, clairement impressionnée. « Eh bien, ma chère, c'est un bel accomplissement. Tu dois très bien gagner ta vie. Je m'en sors, j'ai dit modestement. Le reste du dîner fut d'une gêne palpable. Mes frères et sœurs ne savaient plus comment continuer leur petit jeu de moquerie, et mes parents n'arrêtaient pas de s'échanger des regards. Grande-tante Dorothée continuait de me poser des questions sur mon travail, et je voyais qu'elle était sincèrement intéressée. Elle était vive d'esprit pour son âge. Après le dîner, j'ai aidé à débarrasser la table, comme au bon vieux temps, mais la dynamique avait changé. Personne ne me traitait plus comme le mouton noir de la famille. Ils m'observaient tous, essayant de comprendre ce qui avait changé. « Eh bien, grande-tante Dorothée, j'ai dit en regardant ma montre. C'était charmant, mais je devrais probablement rentrer. J'ai une longue journée demain. »« Bien sûr, ma chère, » a-t-elle dit. « C'était merveilleux de te revoir. Tu dois venir me rendre visite un de ces jours. » Mes parents se sont immédiatement levés. « On va te raccompagner, » a dit ma mère d'un ton enjoué. Prendre l'air, bien sûr qu'il le ferait. Il voulait maintenir l'illusion de la famille heureuse jusqu'à la toute fin. Alors toute la troupe m'a suivi dehors. Mes parents, Marc et Emma, Julien et Mélissa, Sarah et Cédric. Ils bavardaient et riaient tous, s'attendant probablement à me voir marcher dans la rue jusqu'à l'arrêt de bus. Au lieu de ça, j'ai marché droit vers ma Rolls-Royce. Le silence qui s'est abattu sur le groupe était absolument parfait. J'ai déverrouillé la voiture avec ma télécommande
et le bip subtil a semblé résonner dans le quartier calme. Je suis montée, j'ai démarré le moteur et je me suis avancée jusqu'à l'endroit où ils se tenaient tous sur la pelouse. J'ai baissé la vitre. Mon père était juste là, bouche bée. Finalement, il a réussi à balbutier. Cette voiture coûte au moins 250 000 €. Ma mère a littéralement eu le souffle coupé. Le visage de Sarah était devenu complètement blanc. Marc et Julien regardèrent la voiture avec un mélange de choc et d'envie absolument délicieux. Je leur ai souri à tous. Oh, cette vieille chose! Ce n'est rien comparé à mon appartement en plein cœur de Paris. Les expressions sur leur visage quand ils ont réalisé que je possédais à la fois une voiture d'250 000 € et mon propre appartement étaient inestimables. Ils sont tous restés là, pâles et sans voix. J'ai remonté la vitre et je suis partie en les regardant dans mon rétroviseur. Ils étaient toujours là, comme des statues, à me regarder partir. La meilleure soirée de samedi que j'ai passée depuis des années. Le dimanche matin, je me suis réveillée en pleine forme. Je me suis préparé un bon petit déjeuner, j'ai enfilé ma tenue de course et je me suis dirigée vers le jardin du Luxembourg pour mon jogging habituel du week-end. Le temps était parfait et j'étais encore sur un nuage après la veille. À mi-parcours de ma course, mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. D'abord ma mère, puis mon père, puis Marc, puis Julien, puis Sarah. Appel après appel après appel. J'ai ignoré chacun d'entre eux et j'ai continué à courir. Après ma course, je me suis offert un brunch dans ce joli petit café près du parc. C'est là que j'ai enfin regardé mon téléphone. 23 appels manqués et une quinzaine de SMS, tous de ma famille. Les messages étaient hilarants. Soudain, tout le monde était super poli et intéressé à renouer le contact. Maman, Élise, ma chérie, on devrait se voir bientôt pour prendre des nouvelles correctement. J'adorerais voir ton appartement. Sarah, salut Serette. J'ai pensé qu'on devrait se voir plus souvent. Peut-être faire du shopping un de ces jours. J'adorerais voir ton appart. Marc, salut Élise. C'était super de te voir hier soir. On devrait déjeuner bientôt et parler de ton travail. Très impressionnant. Julien, Élise, mec, je ne savais pas que tu réussissais si bien. On devrait absolument rester en contact. Un café, un de ces quatre. Même papa a envoyé un texto. Élise, ta mère et moi sommes très fiers de toi. On devrait dîner à nouveau bientôt, juste en famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de ça, j'ai commandé un autre café et j'ai apprécié de regarder les gens passer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement libérée de ma famille. 2 semaines se sont écoulées. Les appels et les SMS ont continué d'arriver, devenant de plus en plus désespérés à chaque fois. Ma mère a commencé à laisser des messages vocaux sur le fait qu'ils me manquaient et qu'ils avaient toujours su que j'étais spéciale. Marc a commencé à parler d'investissements familiaux et à me demander des conseils financiers. Sarah a suggéré que nous fassions un voyage entre sœurs dans un endroit cher. J'ai tout supprimé sans répondre. Puis un soir, en quittant le travail, j'ai vu 2 silhouettes familières debout à côté de ma voiture dans le parking. Mes parents. Élise. Ma mère a appelé quand elle m'a vue. On t'attendait. J'ai soupiré. D'accord. Il y a un café de l'autre côté de la rue. On peut y parler. Nous avons marché jusqu'au petit café en silence. J'ai commandé mon latte habituel. Ils ont pris des cafés simples. Nous nous sommes assis à une table dans un coin et j'ai attendu qu'ils commencent à parler. Élise, a commencé ma mère, nous voulons que tu saches à quel point nous sommes fiers de toi. Tu as toujours été si indépendante, si déterminée. Nous savions que tu ferais quelque chose de ta vie. J'ai failli éclater de rire. Nous avons fait des erreurs quand tu étais plus jeune, a poursuivi ma mère. Nous nous en rendons compte maintenant, mais nous voulons réparer ça. Nous voulons que tu fasses à nouveau partie de la famille. Je suis restée assise, attendant la vraie raison de leur présence. Le truc, c'est que, a continué ma mère, Marc se prépare à demander Emma en mariage, et ils veulent un grand mariage. Et Sarah est avec Cédric depuis 3 ans maintenant, alors ils vont probablement se fiancer bientôt aussi. Voilà, les mariages coûtent cher, a dit mon père. Et comme tu t'en sors si bien financièrement, nous pensions que tu pourrais peut-être aider. Tu sais, comme un moyen de renouer avec la famille. Aider comment? J'ai demandé, même si je savais exactement où cela menait. Eh bien, si tu pouvais contribuer aux frais du mariage, cela aiderait vraiment Marc et Sarah à démarrer dans leur mariage.
Et cela montrerait que tu es engagé à faire à nouveau partie de cette famille. Je les ai regardés fixement pendant un long moment. Puis j'ai commencé à rire. Vraiment rire. Le genre de rire qui fait que les gens aux autres tables se retournent pour regarder. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. J'ai dit, vous voulez que je paie pour les mariages de Marc et Sarah afin que je puisse regagner ma place dans une famille qui m'a mise à la porte, m'a ignorée pendant 3 ans et ne s'est jamais souciée de ma réussite jusqu'à ce qu'elle découvre que j'avais de l'argent? Mes parents avaient l'air mal à l'aise. Ce n'est pas comme ça, Élise. C'est exactement comme ça, j'ai dit en me levant. Vous savez quelle est la partie la plus drôle? Vous n'arrêtez pas de dire que vous avez toujours su que je réussirais. Mais si c'était vrai, vous m'auriez mieux traité quand j'étais jeune. Vous m'auriez soutenu comme vous avez soutenu Marc, Julien et Sarah. Vous m'auriez invité au dîner de famille au lieu de me laisser manger des plats chinois à emporter seul pendant les fêtes. Les yeux de ma mère commençaient à se remplir de larmes. Nous avons fait des erreurs, mais nous pouvons réparer ça. Non, vous ne pouvez pas, j'ai dit, parce que je ne veux pas le réparer. J'ai passé toute ma vie à essayer de mériter l'amour de gens qui n'allaient jamais me le donner. J'en ai fini avec ça. J'ai pris mon sac à main et je suis sortie du café. Au cours des mois suivants, ils ont essayé d'appeler encore quelques fois, mais ils ont fini par abandonner. J'ai appris par tante Lydie que Marc s'était bien marié, et apparemment le mariage était assez petit et modeste. J'ai continué à travailler, à construire ma vie, à voyager. J'ai eu une autre promotion et un bureau d'angle. J'ai commencé à sortir avec un gars nommé David qui travaille dans la tech et qui apprécie réellement que je sois indépendante et que j'ai réussi. Parfois, les gens me demandent si avoir une famille me manque. La réponse est non. On ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Ma famille ne m'a jamais vue comme une personne digne d'être aimée. Ils m'ont vue soit comme un fardeau, soit comme un compte en banque, selon ma valeur nette. J'ai 30 ans. Je vis dans un magnifique appartement à Paris. Je conduis une voiture dont la plupart des gens ne font que rêver. Et je suis entourée de gens qui m'apprécient vraiment pour qui je suis. Je n'ai pas besoin de la validation de personnes qui m'ont jetée au moment où c'était pratique. Fin de l'histoire.